Maman a envoyé un texto, nous n'allons pas à l'anniversaire de ton fils. On essaie d'économiser. J'ai dit, je comprends. Le lendemain, j'ai vu leur direct. Une fête géante, des cadeaux partout pour les enfants de ma sœur. Mon garçon a dit doucement, je suppose qu'ils m'ont encore oublié. Je leur ai simplement coupé les vivres. À 9 heures du matin, papa était sur mon porche en train de hurler. Mon fils, Hugo, allait avoir 10 ans. Une décennie entière. Il était si fier. Il n'arrêtait pas de dire aux gens, j'ai 2 chiffres maintenant, comme si c'était un club secret réservé aux plus grands. Je riais à chaque fois parce que je me souvenais du temps où il m'arrivait à peine aux genoux, courant après les bulles dans le jardin. Maintenant, il n'était que bras, jambes et idées. Un garçon de 10 ans qui aimait encore les dinosaures et qui croyait au meilleur chez les gens, surtout sa famille. Nous avions planifié la fête ensemble pendant des semaines. Il avait dessiné les invitations, je les avais imprimées. Il voulait une chasse au trésor sur le thème des dinosaures, alors mon mari a construit de petits nids avec de faux œufs dans le jardin. Il y avait des mini cupcakes en forme de volcan, un bar à pizza et ce gâteau au verre en gélatine dont il ne cessait de parler. Tout devait être vert, même la limonade. La liste des invités était restreinte mais importante, des amis de l'école, quelques voisins, mes beaux-parents et ma famille maman, papa, ma sœur Chloé, et ses filles, Léa et Manon. Nous avions envoyé les invitations tôt. Mes parents avaient répondu « oui ». Chloé avait envoyé un pouce levé en disant que les filles étaient excitées. Je ne m'attendais pas à ce que quelque chose tourne mal. Hugo non plus. Mais à mesure que les minutes s'écoulaient, chaque voiture qui arrivait n'était pas la leur. Hugo jetait sans cesse des regards vers la rue. Puis il retournait en courant vers ses amis, prétendant ne pas regarder. Il m'a demandé une fois, au milieu de la décoration de la table du gâteau, si je pensais que mamie apporterait ses biscuits aux pépites de chocolat comme l'année dernière. Je lui ai dit que probablement, mais je savais déjà. La façon dont il n'avait pas répondu ce matin-là, le silence je l'ai senti dans mon ventre, alors j'ai continué à sourire. Pour lui, pour les enfants. Ce n'est que lorsque le dernier invité est arrivé et que nous avons commencé à couper le gâteau que je l'ai accepté. Il ne viendrait pas. Pas d'appel, pas d'excuses, juste le silence. Après que les bougies ont été soufflées et que la chasse au trésor a été terminée, Hugo s'est assis pour ouvrir les cadeaux. Il a remercié tout le monde, comme nous le lui avions appris. Puis, en pliant un sac cadeau, il a baissé les yeux sur ses genoux et a dit si bas que je l'ai à peine entendu, je suppose qu'ils m'ont encore oublié. Ça a failli me briser. Quand j'ai eu un moment seul, j'ai vérifié mon téléphone. Un seul texto de maman, envoyé à 9h12 du matin, des heures avant le début de la fête, nous n'allons pas à l'anniversaire de Hugo cette année, on essaie d'économiser. Pas d'excuses. Pas de mention d'une autre date. Rien. J'ai fixé le message, ne sachant même pas ce que je lisais. La même femme que j'avais aidée toute l'année, en payant sa facture de plomberie, en réparant les marches arrière, en envoyant des courses quand papa était sans travail. Maintenant, elle séchait l'anniversaire de son petit-fils comme si c'était un événement optionnel. J'avais répondu plus tôt, je comprends, sans vraiment y réfléchir. Je ne voulais pas déclencher de conflit le jour de l'anniversaire de Hugo. Je pensais qu'il y avait peut-être une raison, quelque chose dont il ne voulait pas encore parler. Mais le lendemain matin, à 8h43, mon téléphone a vibré avec une notification Facebook. Chloé était en direct. J'ai cliqué dessus, encore à moitié endormi, et c'était là. Des serpentins, des paillettes et des ballons roses partout. Une installation complète dans le jardin de maman et papa. 2 énormes gâteaux, un avec des licornes, l'autre en forme de couronne. Manon ouvrait un nouveau vélo. Léa avait une tablette. Maman distribuait des sacs cadeaux comme si c'était Halloween. Papa filmait le tout comme s'il était le fier réalisateur d'un chef-d'œuvre familial. C'était une fête d'anniversaire, une énorme fête pour les filles. Les mêmes personnes qui n'avaient pas d'argent pour faire 20 minutes de route pour voir Hugo avaient organisé une fête digne de Pinterest le jour même d'après. Je n'ai rien dit au début. J'ai juste tendu mon téléphone et laissé mon mari regarder. Il a posé son café et a dit une seule chose, c'est tout. C'est fini. Fini les factures. Fini les courses. Fini les réparations de la maison. S'il ne pouvait pas être là pour notre fils, il n'aurait plus notre soutien. Plus jamais. Nous n'avons pas fait de scène, nous avons juste fermé le robinet auquel il s'abreuvait toute l'année. Ils l'ont remarqué rapidement.
le lendemain matin, à 9 heures précises, quelqu'un a commencé à marteler notre porte d'entrée comme pour la faire sortir de ses gonds. C'était papa, et il hurlait déjà avant même que j'ouvre. Papa n'a même pas laissé la porte finir de s'ouvrir. Il était là, le visage rouge, la voix déjà haute, demandant ce qui se passait, bon sang. Pourquoi l'argent pour les courses n'était pas arrivé comme d'habitude? Pourquoi je n'avais pas répondu au texto de maman? Pourquoi mon mari pensait soudainement que c'était normal d'ignorer ses appels? Il agissait comme si nous leur devions des réponses, comme si nous avions tort de ne pas avoir envoyé d'argent cette semaine. Je n'ai pas dit un mot au début, je suis juste resté sur le seuil de la porte pendant que Hugo était à l'étage, probablement encore endormi, et j'ai écouté mon père crier comme s'il était responsable de quelque chose. Il a qualifié notre comportement d'immature, a dit que nous exagérions les choses, que nous nous posions en victime pour un malentendu. Puis il a dit qu'il avait entendu dire que la fête de Hugo était sympa. C'est bien, a-t-il dit. Au moins, le garçon a eu quelque chose. Cela a fait venir mon mari à la porte. Il a demandé à papa pourquoi ils avaient menti. Pourquoi il nous avait dit qu'ils n'avaient pas les moyens de venir en voiture, qu'ils ne pouvaient même pas acheter un cadeau à 5 €, pour ensuite organiser une fête grandiose avec des cadeaux qui débordaient de la table. Pourquoi il n'avait pas simplement dit la vérité, que Hugo n'avait pas autant d'importance. Papa a levé les yeux au ciel. Il a dit que ce n'était pas comme ça. Ses filles sont juste plus faciles à célébrer, et Hugo n'a pas besoin de tout ça de toute façon. Il vous a, vous deux. Il le disait comme un compliment. J'ai eu la nausée. Mon mari lui a dit que le train de l'argent était terminé, qu'à partir de maintenant, il pourrait appeler quelqu'un d'autre pour les réparations de leur pelouse, leurs factures, leurs médicaments. Nous nous étions pliés en 4 pour eux pendant des années, et en retour, ils ne pouvaient pas conduire 20 minutes pour être là pour un garçon qui les adorait. Papa a alors essayé de me faire culpabiliser en disant, après tout ce que nous avons fait pour toi, Sophie, comme si j'étais l'ingrate, comme si ce n'était pas moi qui avais maintenu cette fausse version de la famille. C'est à ce moment-là que j'ai finalement parlé. Je lui ai demandé calmement, as-tu oublié l'anniversaire de Hugo, ou tu t'en fichais, tout simplement? Il n'a pas répondu, il m'a juste regardé fixement comme s'il s'attendait à ce que je pleure ou que je retire mes paroles. Quand je ne l'ai pas fait, il a descendu les marches en marmonnant quelque chose sur le regret, et il est parti. J'ai fermé la porte et je n'ai pas bougé pendant un long moment. Plus tard dans la journée, j'ai trouvé Hugo dans sa chambre, jouant avec un jouet que son oncle lui avait donné. Il a levé les yeux et a demandé si mamie et papy étaient en colère contre nous maintenant. J'ai dit, non, ils avaient juste besoin d'un peu d'espace. Il ne m'a pas cru. Je pouvais le voir dans ses yeux. Ce soir-là, mon mari et moi étions assis à la table de la cuisine pendant que le lave-vaisselle bourdonnait en arrière-plan. Je lui ai dit que je ne savais pas si je surréagissais. J'avais toujours été celle qui essayait de maintenir la paix dans la famille. Je n'arrivais tout simplement pas à croire qu'il choisirait les enfants de ma sœur si ouvertement, si effrontément. Il n'a pas été dramatique à ce sujet. Il m'a juste regardé et a dit, Sophie, il ne s'agit même plus de ce qu'ils t'ont fait à toi. Il s'agit de ce qu'ils lui font à lui. Et il avait raison. J'étais tellement habitué à encaisser les coups que je n'avais pas réalisé que ce n'était plus seulement moi qui étais touché. Hugo avait toujours remarqué la différence, mais il était poli. Trop poli. Quand les filles recevaient des cadeaux surprises et qu'il avait droit à un haussement d'épaule. Quand Léa recevait une mention sur Facebook pour avoir remporté la 2e place à son concours d'art, et que le nom de Hugo n'était même pas mentionné après qu'il ait gagné la foire scientifique. Quand Manon chantait un couplet de « Ah !» Vous direz-je, maman, et qu'ils apportaient des fleurs, mais que la pièce de théâtre de l'école de Hugo passait sans un seul texto de leur part. Il n'était pas amer, mais il devenait plus silencieux. Et cela me faisait plus peur que tout. Alors, nous avons tout arrêté. Nous ne l'avons pas annoncé. Nous n'avons pas discuté ni supplié. Nous avons juste arrêté. L'argent, les faveurs, les trajets en voiture, le paiement des factures, le fait d'être présent quand il ne l'était pas. Ils l'ont remarqué rapidement. Et puis, quelques jours plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. Chloé s'est présentée chez nous. Pas d'appel, pas d'avertissement, juste sa minivan qui se garait dans l'allée. Elle est sortie avec Léa et Manon, tenant toutes les deux quelque chose, une boîte emballée et une petite carte. Elles avaient l'air nerveuses. Elle aussi. J'ai ouvert la porte, et Chloé n'a pas souri. Elle n'a pas fait de blague ni agi de manière décontractée.
Elle a juste dit doucement, « Je peux te parler ?» J'ai ouvert la porte et les ai laissés entrer sans un mot. Chloé avait l'air différente, fatiguée d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Pas physiquement, exactement, mais comme si elle portait quelque chose qui commençait à l'écraser. Ses filles étaient silencieuses, s'accrochant de chaque côté d'elle. Léa tenait une boîte emballée avec un ruban vert brillant. Manon tenait une petite enveloppe. Aucune d'elles ne m'a regardé dans les yeux. Je leur ai dit que Hugo était à l'étage et j'ai proposé du café. Chloé a dit non, juste qu'elle avait besoin d'une minute pour parler. Nous nous sommes assises dans le salon pendant que les filles s'éloignaient pour caresser le chien. Et pendant quelques secondes, personne n'a rien dit. Puis Chloé a pris une grande inspiration et a dit, « Je ne suis pas venue à la fête de Hugo parce que je ne pouvais pas. Je voulais venir. J'étais prête, mais je ne pouvais pas, » elle a attendu. Elle a baissé les yeux sur ses mains et a dit qu'elle avait des douleurs thoraciques depuis quelques semaines. Une oppression, un essoufflement. Elle est allée aux urgences. Puis ils l'ont envoyée faire d'autres tests. Ils pensaient que c'était peut-être son cœur. Elle ne l'a dit à personne. Ni à maman, ni à papa, ni à moi. Même pas à son mari au début. Elle a dit qu'elle était assise dans sa voiture le matin de l'anniversaire de Hugo, avec son cadeau sur le siège passager, habillée et prête à partir. Mais elle se sentait incapable de bouger, de sortir, d'affronter le fait de prétendre que tout allait bien alors qu'elle ne savait pas si c'était le cas. Et puis elle l'a manqué. Elle pensait qu'elle pourrait arranger les choses le lendemain. Elle a dit aux filles qu'elle déposerait le cadeau après un rapide arrêt chez maman et papa. Ils les avaient invitées pour un petit rassemblement dans le jardin. Rien de grand, du moins c'est ce qu'ils avaient dit. Puis elle est arrivée. Les décorations pastel étaient partout. Un château gonflable en forme de licorne, des rangées de cadeaux emballés, une table de dessert à plusieurs étages. Mes parents avaient mis les petits plats dans les grands. Elle a dit que ça ne ressemblait pas à une fête surprise. Ça semblait planifié, coordonné, et pas une seule fois il ne lui avait dit qu'il séchait l'anniversaire de Hugo pour la préparer. Elle a confronté maman discrètement, à l'écart, pendant que les filles jouaient. Elle a demandé pourquoi il n'était pas venu chez Hugo. Et maman lui a dit, mot pour mot, parce que c'est un garçon. Les garçons n'ont pas besoin de ces choses. Tu sais comment est Sophie. Elle en fait toujours trop. C'est là que Chloé est partie. Elle leur a dit qu'elle ne se sentait pas bien et n'est pas restée pour le gâteau ou les cadeaux. Elle a dit qu'elle se sentait malade, non pas à cause de la douleur dans sa poitrine, mais à cause de la façon dont il parlait de mon fils, comme s'il était un inconvénient, une case qu'il ne voulait pas cocher. Elle m'a regardé alors et a dit qu'elle aurait dû me le dire plus tôt. Qu'elle leur avait trouvé des excuses depuis trop longtemps, qu'elle pensait que les choses changeraient peut-être une fois que les enfants seraient plus grands, mais maintenant elle voyait qu'ils n'allaient pas changer. Ils ne se souciaient tout simplement pas de Hugo comme ils se souciaient de ses filles. Puis elle s'est levée et a appelé Hugo. Il est descendu lentement, hésitant. Quand il a vu Léa et Manon, il s'est figé une demi-seconde, puis leur a fait un sourire timide. Léa lui a tendu le cadeau. Manon lui a donné l'enveloppe. Il a d'abord ouvert la carte, dessinée à la main avec des paillettes, des cœurs et un mot qui disait, à Hugo, le meilleur cousin du monde. Tu nous as manqué. Nous t'aimons. Il n'a pas dit grand-chose, il les a juste serrés fort dans ses bras. Puis tous les trois ont couru vers la salle de jeu comme si rien de la semaine passée ne s'était produit. Le son de leur rire flottait dans le couloir, doux et facile. Chloé et moi sommes restés dans le salon. Elle m'a demandé si je voulais qu'elle parle à nouveau à maman et papa. Pas pour se battre, juste pour leur faire comprendre. Je lui ai dit que je ne savais pas s'ils étaient capables de comprendre, mais je lui ai aussi dit que je n'allais pas l'en empêcher. Plus tard ce soir-là, après leur départ, j'ai trouvé la boîte cadeau dans la chambre de Hugo. À l'intérieur se trouvait une petite plaque en bois avec les mots « meilleur cousin du monde » peints en vert et violet. On aurait dit qu'elles y avaient travaillé pendant des jours. Hugo dormait, un bras dessus comme si c'était de l'or. C'était la première nuit depuis longtemps où j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à la paix. Mais 2 jours plus tard, Chloé m'a appelé. Sa voix était basse et plate quand elle l'a dit. Je leur ai parlé. J'aurais préféré ne pas le faire. Chloé m'a appelé le lendemain de cette belle soirée, comme si quelque chose s'était brisé. Je l'ai entendu dès la première seconde. Pas de bavardage, pas d'hésitation. Je leur ai parlé, a-t-elle dit. Je n'aurais pas dû, Sophie. Vraiment pas, elle y était allée seule,
laissant les filles à la maison avec son mari. Elle n'avait dit à personne qu'elle y allait. Elle a simplement conduit directement chez nos parents et est entrée par la porte de derrière, comme nous le faisions quand nous étions enfants. La maison sentait le produit à polir au citron et le pain grillé, comme toujours, comme si rien de mal ne s'y était jamais produit. Maman était à table en train de plier le linge, buvant du café comme un jour ordinaire. Papa était dehors, bricolant avec le tuyau d'arrosage. Chloé m'a dit qu'elle s'était assise et avait demandé aussi simplement que possible, « Pourquoi n'êtes-vous pas venu à l'anniversaire de Hugo ?» Maman n'a même pas scié. Elle a juste dit, parce que ce n'était pas le bon moment. Tu sais comme les finances sont serrées. Chloé a insisté un peu. Ce n'est pas ce que tu as dit à Sophie. Et la fête pour les filles, ce n'était pas non plus un budget serré. Puis elle a posé la vraie question. Est-ce que vous aimez Hugo, au moins un peu? Maman a eu l'air agacée, comme si Chloé créait un problème à partir de rien. Puis elle l'a dit sèchement, sans émotion. Sophie a toujours été dramatique. Hugo est pareil. Il s'en remettra. Il s'en remet toujours. Chloé m'a dit qu'elle l'avait fixé pendant une minute entière, attendant un sourire narquois, un rire, une sorte de rétractation, mais il n'y a rien eu. Puis papa est entré. Elle lui a demandé sans détour, pourquoi les traitez-vous comme s'ils n'avaient pas d'importance? Et papa, l'homme qui me portait sur ses épaules à la foire, qui m'appelait sa fille forte, n'a pas nié. Il n'a pas menti. Il a juste haussé les épaules et a dit, Sophie n'a jamais rendu les choses faciles en grandissant. Elle était différente. Toi, tu nous ressemblais plus. C'était naturel. Comme si c'était la météo. Comme si ce n'était pas un choix. Comme si ce n'était pas de la cruauté. Chloé a dit qu'elle s'était levée et leur avait dit qu'elle n'amènerait plus les filles. Pas tant qu'ils n'auraient pas assumé ce qu'ils avaient fait et ne se seraient pas excusés. Pas seulement auprès de moi, mais auprès de Hugo. Maman a secoué la tête. C'est ton choix, mais tu regretteras de les tenir à l'écart de leurs grands-parents. Chloé m'a dit qu'elle était simplement partie. Pas de cris, pas de drame. Elle a dit qu'elle avait l'impression d'avoir fermé la porte sur quelque chose de lourd qui pesait sur sa poitrine depuis des années. Quand elle a fini de me raconter tout ça, je n'ai pas pleuré. Je ne me sentais même plus blessé. Ce que je ressentais était définitif. Ils avaient choisi leur camp, et ce n'était pas le nôtre. Ce soir-là, après avoir mis Hugo au lit, je me suis assise par terre dans le couloir et j'ai regardé dans le vide. Je n'arrêtais pas de penser à toutes les fois où je m'étais contorsionné pour devenir quelqu'un qu'il pourrait accepter. Les faveurs supplémentaires, les réponses gentilles, les invitations d'anniversaire année après année, en connaissant les probabilités. Ce n'était jamais une question d'effort. C'était une question de savoir de qui ils étaient prêts à se soucier. Le lendemain matin, on a frappé à la porte. Pas fort, juste 2 coups doux. Je m'attendais à un voisin ou à un colis. Mais quand j'ai ouvert, il n'y avait personne. Juste un petit sac cadeau sur le paillasson. Rayé bleu et vert, les couleurs préférées de Hugo. À l'intérieur se trouvait un jouet dinosaure, exactement celui qu'il avait montré du doigt quelques semaines avant son anniversaire, celui auquel j'avais dit non parce qu'il était hors budget. Pas de mots, pas de carte, pas de nom. Mon mari a vérifié la caméra de la sonnette. C'était maman. Elle s'était garée 2 maisons plus loin, avait remonté le trottoir sans regarder autour d'elle, avait déposé le sac et était partie sans un bruit. Pas de coup à la porte, pas de sonnette, pas de contact visuel avec la caméra. Elle n'est pas venue pour dire quoi que ce soit, elle a juste laissé le jouet comme un paiement. Comme si elle pensait pouvoir acheter le silence ou le pardon. Je ne l'ai pas donné à Hugo. Je l'ai rangé au fond de mon placard parce qu'il ne s'agit pas d'un jouet dinosaure. Il s'agit du fait qu'elle a pu venir jusqu'à notre porte, tenir ce sac dans ses mains, et choisir quand même de ne pas lui faire face. De ne pas me faire face. Elle n'est pas venue elle-même, juste un objet dont elle pensait qu'il pourrait effacer une blessure qu'elle n'a jamais reconnue. Et c'est là que ça m'a frappé. On ne peut pas réparer une relation vide avec un sac cadeau plein. On ne peut pas revenir sur des années de favoritisme avec un seul jouet hors de prix. Elle est partie ce matin-là en espérant que je donnerais le cadeau à Hugo et que j'oublierais tout le reste. Au lieu de ça, j'ai fermé la porte derrière lui. Chloé est venue après le travail, seule. Elle avait les cheveux attachés et un air fatigué, comme quelqu'un qui a passé toute la journée à essayer de tenir quelque chose de lourd et qui était enfin prête à le poser. Elle n'a même pas enlevé son manteau. Elle est simplement entrée dans ma cuisine,
s'est appuyée contre le comptoir et a dit sans détour, ils ne changeront jamais. Je n'ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. Je le savais déjà, mais elle me l'a dit quand même. Elle était retournée leur parler une dernière fois. Non pas parce qu'elle s'attendait à un miracle, mais parce qu'elle pensait que peut-être, juste peut-être, si elle mettait tout sur la table, ils le verraient pour ce que c'était. Que ce n'était pas une surréaction émotionnelle. Que c'était de vrais dégâts. Qu'ils perdaient quelque chose. Elle avait apporté des photos de la fête de Hugo, pensant que cela pourrait peut-être les atteindre. Hugo avec son chapeau de fête. Hugo distribuant des cupcakes. Hugo vérifiant l'allée toutes les demi-heures jusqu'à ce que ses épaules finissent par s'affaisser. Elle leur a même lu le texto que j'ai reçu, le message d'une ligne de maman. Elle leur a lu les mots de Hugo, je suppose qu'ils m'ont encore oublié. Elle leur a parlé du cadeau que j'ai trouvé sur le porche, comment il n'avait rien arrangé, comment il avait en fait empiré les choses. Elle a dit qu'elle n'avait pas accusé, pas crié, pas supplié. Elle a juste demandé, vous rendez-vous seulement compte de ce que vous avez fait? Et la réponse de maman a été, Sophie a toujours été émotive. Elle est comme ça depuis qu'elle est petite. Tu le sais. Hugo est pareil. Ce n'est pas de notre faute s'ils prennent tout si personnellement. Chloé a insisté davantage. Et alors? Vous ne les aimez tout simplement pas? Vous ne les aimez pas? Maman n'a pas répondu tout de suite. Elle a juste regardé Chloé et a dit, nous avons toujours eu un lien plus fort avec toi. Ce n'est pas personnel. C'est juste plus facile. Sophie a toujours rendu les choses plus difficiles. Elle et son mari, toujours à essayer de faire comme s'ils étaient meilleurs que nous. Elle a quitté notre cercle il y a longtemps. Puis papa est intervenu. Il n'a même pas essayé d'adoucir les choses. Certains enfants sont simplement plus aimables que d'autres. Tes filles, elles illuminent une pièce. Hugo non. Il va bien, mais il n'est pas comme elle. Chloé m'a dit qu'elle a eu l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Elle a dit qu'elle n'a même pas pu parler pendant un moment. Tout ce qu'elle pouvait penser, c'était, ils ne s'entendent même pas. Elle a demandé s'ils acceptaient de ne plus jamais voir Hugo, s'ils acceptaient de me perdre complètement. Papa a dit, Sophie a toujours cherché une raison de couper les ponts. Si c'est celle-ci, alors c'est sa faute. Nous n'avons rien fait de mal. Elle veut juste de l'attention. C'était la fin. Chloé est partie sans un autre mot. Elle est montée dans sa voiture et est restée assise dans l'allée pendant 10 minutes avant même de pouvoir la démarrer. Maintenant, elle se tenait dans ma cuisine, me racontant tout ça, et je pouvais le voir. Pas seulement la colère, mais la honte. La honte de réaliser qu'elle avait grandi en étant favorisée, protégée et louée, pendant que j'avais été décortiqué en arrière-plan. Elle a dit quelque chose alors qui m'a surprise. Je pense que je voulais tellement qu'ils aiment Hugo parce qu'au fond de moi, je savais qu'ils ne t'avaient jamais vraiment aimé comme ils auraient dû. Et j'avais peur qu'il recommence, que je reste là à regarder ça arriver à ton enfant aussi. Je ne le ferai pas. Je ne ferai pas ça. Puis elle s'est assise et m'a posé la question la plus difficile de toutes. Veux-tu toujours d'eux dans ta vie, même après avoir su ça? Et je n'ai pas eu besoin d'y réfléchir. Plus maintenant. J'ai dit, non. Ce soir-là, elle a amené les filles. Elles n'ont pas parlé des grands-parents. Elles n'ont pas demandé où ils étaient. Elles ont juste serré Hugo dans leurs bras, lui ont donné un nouveau dessin qu'elles avaient fait, et l'ont entraîné dans un jeu qu'elles ont inventé sur le champ, quelque chose avec des dinos aliens et des boucliers invisibles. Je les ai regardés à travers la moustiquaire, courant pieds nus sur l'herbe, se poursuivant dans le jardin comme s'il n'y avait pas de passé. Juste le présent. Plus tard, quand nous avons couché Hugo, il a demandé, est-ce que mamie est toujours en colère contre moi? Je me suis agenouillé à côté de lui et j'ai dit la vérité. Elle n'est pas en colère. Elle ne sait juste pas comment être une bonne grand-mère. Mais ce n'est pas de ta faute, et ça ne le sera jamais. Il a hoché la tête lentement. Puis il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, ne sois pas triste, maman. Je suis triste aussi, mais on est mieux sans eux, n'est-ce pas? J'ai souri et j'ai dit, oui, mon grand. Nous le sommes. Et ce soir-là, je l'ai cru de tout mon cœur. Après tout ça, j'ai continué d'attendre que la culpabilité me frappe. Cette douleur sourde et profonde que je ressentais chaque fois que je fixais une limite avec mes parents. Mais elle n'est jamais venue. Pas après ce qu'ils ont dit à Chloé. Pas après les années de silence à l'égard de Hugo,
rompu seulement par des jouets emballés dans la culpabilité et des excuses peu convaincantes. Pas après que la vérité ait enfin été dite à haute voix. Au lieu de cela, ce qui est venu, c'est le calme, puis lentement, la joie. Le silence de leur part était total. Pas de suivi pour le jouet dinosaure. Pas de texto. Pas de « parlons-en » ou « tu es toujours notre fille ». C'était comme si nous avions été supprimés de leur vie au moment où nous avons cessé d'être utiles, et cela m'a dit tout ce que j'avais encore besoin de savoir. Au début, je pensais que Hugo continuerait à demander. Il ne l'a pas fait. Quelquefois, il s'arrêtait près de la fenêtre comme s'il pensait à quelque chose, mais il ne prononçait jamais leur nom. Il ne demandait jamais quand il passerait. Il a arrêté de vérifier la boîte aux lettres pour des cartes. C'était peut-être la partie la plus déchirante, la rapidité avec laquelle il a cessé d'attendre quoi que ce soit d'eux. Mais autre chose a commencé à se produire aussi. Il est devenu plus léger, comme si un poids invisible avait été retiré de ses petites épaules. Il riait plus. Il a commencé à inviter Léa et Manon tout le temps. Il a dit à ses professeurs à l'école qu'il travaillait sur une bande dessinée familiale avec ses cousines. Il a même dessiné une nouvelle couverture pour celle-ci, Les Braves. Il y avait lui, les filles, mon mari et Chloé sur la couverture. Je n'y étais pas, jusqu'à ce que je tourne la page et que je vois que j'étais dessiné comme la personne qui soutenait le monde entier derrière eux. Ce dessin est toujours sur notre frigo. Chloé nous a invités plus souvent après que tout soit arrivé. Pas seulement pour des dîners, mais sans raison particulière. Elle passait avec des muffins. Son mari a réparé une porte qui grinçait pour nous sans qu'on le lui demande. Ils ont invité Hugo au cinéma avec leur fille un week-end, juste tous les trois. Quand il est revenu, il a dit que c'était le plus beau jour de sa vie. Nous n'avons pas beaucoup parlé de mes parents après ça. C'est juste devenu quelque chose de non dit, comme un chapitre dont nous avions enfin tourné la page. Et chaque semaine, la pression qui pesait lourdement sur ma poitrine s'allégeait. Mais il y a un dernier moment que je dois vous raconter. Environ 2 semaines après que Chloé ait eu cette dernière conversation avec eux, j'étais à l'épicerie en train de prendre des collations pour les enfants. J'ai tourné dans une allée et j'ai failli rentrer dans maman. Elle s'est figée. Moi aussi. Elle avait un chariot plein de choses, des tartes surgelées, un bouquet de fleurs et une bouteille de vin qu'elle n'achetait que pour les anniversaires. J'ai baissé les yeux. Il y avait un paquet de serviettes en papier sur le thème des dinosaures près du haut. Pendant une seconde, je me suis demandé si elle allait dire quelque chose, peut-être même s'excuser. Elle ne l'a pas fait. Elle m'a regardé de haut en bas, m'a fait un sourire crispé, ce même sourire crispé que j'ai vu toute mon enfance quand je disais quelque chose qu'elle n'aimait pas et a fait demi-tour avec son chariot. Elle a laissé son vin, ses fleurs et ses serviettes à la caisse et est sortie. Je ne l'ai pas suivie. Je ne l'ai pas appelée. Je suis resté là, regardant les portes automatiques se fermer derrière elle, et je n'ai absolument rien ressenti. J'ai fini mes courses. Quand je suis rentré à la maison, Hugo était par terre en train de construire un fort avec Léa et Manon. Mon mari essayait de lire un journal derrière une pile de coussins de canapé, prétendant ne pas faire partie du chaos. Chloé était par terre dans la cuisine, aidant à scotcher un centre de commande en carton. Toute la maison sentait le pop-corn et les crayons de couleur. Je suis resté là un moment, à tout absorber. C'était désordonné, bruyant et de travers. C'est là que ça m'a frappé. C'est la famille que nous avons choisie. Pas celle que nous avons reçue, mais celle que nous avons construite. Celle qui était présente quand ça comptait. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti et que Hugo soit endormi, je me suis assise sur le porche avec mon mari. Les étoiles brillaient. L'air était frais. Je lui ai raconté ma rencontre avec maman. Il n'a pas beaucoup réagi, il a juste tendu la main et a pris la mienne. Au bout d'un moment, il a dit, « Parfois, perdre les gens qui vous font du mal est la chose la plus bienveillante que l'univers puisse faire. » Et j'ai réalisé qu'il avait raison. Nous n'avons pas besoin de garder toutes les portes ouvertes. Toutes les portes ne mènent pas à un endroit où il vaut la peine de retourner. Certaines d'entre elles, une fois fermées, vous donnent l'espace pour construire quelque chose de mieux. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons construit un foyer où Hugo est le centre, pas une pensée secondaire. Où l'amour ne se mesure pas à la facilité avec laquelle on vous apprécie, mais à la profondeur avec laquelle on vous voit vraiment. Où aucun enfant n'a à se demander s'il est aimable. Et la vérité, c'est qu'il ne nous manque rien. Plus maintenant.